Nous sommes tous fatigués d'être connectés en permanence, devoir répondre à des messages avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Et nous faisons ça tous les jours, au travail. Et nous avons ces mêmes habitudes à la maison. Et nos enfants nous imitent. La fatigue touche aussi notre vie sentimentale. Que ce soit dans la recherche de l'âme sœur, sur des sites de rencontres, ou quand on se sent seul dans son couple. La fatigue, en réalité, est partout. Fatigue. Fatigue. Léonard Anthony, bonjour. On était très seuls, confrontés à notre absence de similitude amoureuse. Et aujourd'hui, c'est un peu le contraire, on est en famille. Et là encore, on rencontre de la fatigue. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Bien, si vous voulez, je vais commencer par vous raconter une histoire qui me plaît beaucoup, qui est celle d'un moment où nous étions en train de travailler avec Adrien Chaboche sur le livre et on était dans un restaurant. Et là, tout d'un coup, à une table à côté, il y avait une famille, justement, qui illustre bien le propos, qui s'est mis à hurler dans tous les sens. Et vraiment, il y avait un père, une mère, 2 enfants, l'oncle, la tante et les grands-parents. Donc la situation est la suivante. Donc avec Adrien, on sursaute, on se retourne et on voit qu'une bouteille de vin a été renversée. Et là, tout le monde se met à accuser l'un, l'autre, l'enfant se fait engueuler par la tante, enguirlander, et puis ensuite ça finit par « c'est de ta faute ». Si tu élevais tes enfants autrement, et ça part en vrille. Et ce que je note, et qui me surprend, c'est que le père ne dit absolument rien. Il bouge pas, il est silencieux, il regarde la nappe, il regarde même pas les autres, pendant que les autres sont tous en train de se chamailler. Et cet homme a une idée lumineuse, il se lève, il prend son paquet de cigarettes, il laisse son téléphone portable sur la table, je ne sais pas s'il fait tout ça consciemment, mais en tout cas s'il le fait, cet homme est brillant, et il sort. Et au moment où il sort, tous les regards se lèvent vers lui quand la porte du restaurant se ferme. Et la phrase prononcée, c'est « Qu'est-ce qui lui arrive ?» Et c'est là que c'est fantastique, c'est tout le monde se dit d'une certaine façon « Mais comment ça, il ne participe pas à l'engueulade ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi il s'en va ?» Mais ce que fait cet homme est brillant, c'est-à-dire qu'en quittant le théâtre, la scène, en sortant, il fait tomber comme un soufflet toute la colère de tout le monde. C'est-à-dire que s'il aurait pu participer, et on ne sait pas où ça va dans ces cas-là, ça peut aller jusqu'à on l'a peut-être vécu l'un et l'autre, ou encore certaines des personnes qui écoutent le podcast, on peut voir que des paroles regrettables peuvent être prononcées à ce moment-là, que des choses qui peuvent rester pendant des années ensuite peuvent être dites, et lui, il s'en va, et tout tombe comme un soufflet. Et le volume sonore s'abaisse. Cet enfant commence par se rasseoir et tout s'est stabilisé. Et quand le père revient, il s'assoit à table, il voit que tout est calme et il dit « On en recommande une autre de bouteille ?» Et tout le monde dit « Ah ben oui, c'est une excellente idée. » C'est de ça dont on parle. C'est ça, une des illustrations majeures, c'est que dans une famille, nous avons tous tendance à alimenter des conflits, des situations de notre quotidien et qui ont une légitimité, qui ont une raison, et qui font que l'épuisement familial, dans ce cas spécifique, est une source, est un peu comme un volcan. C'est-à-dire que ça peut jaillir très vite, s'enflammer, déborder, inonder toute la colline, et on se laisse prendre jusqu'à des situations inextricables où après, quand on sort du restaurant, dans ce cas-là, si tout ça avait mal fini, les oncles seraient partis, les grands-parents seraient restés avec les parents, et puis les gens peuvent ne pas se parler pendant un long moment. Et cet homme fait une chose remarquable, c'est qu'il laisse à la situation la possibilité de retomber, et une tonne de fatigue s'échappe instantanément. On est là dans la famille, dans une relation exacerbée. Pourquoi elles sont exacerbées d'ailleurs toujours en famille, les situations ? Qu'est-ce qui fait la différence entre une famille et un autre groupe de votre point de vue ? Dans le cadre d'un couple ou dans une famille, nous avons une implication émotionnelle forte. Tout ce qui s'y passe nous touche parfois de manière beaucoup trop importante. Et il est essentiel de gagner
un peu à nouveau de sérénité, soit dans ce cas-là en laissant passer les choses, en accordant à la situation de l'espace, soit alors, comme nous le disions dans le précédent podcast, en explorant sa solitude, qui est aussi un facteur essentiel. C'est ce que j'appelle l'égoïsme positif, c'est-à-dire de cultiver ses propres centres d'intérêt est une démarche fondamentale pour l'ensemble de la famille, de ne pas s'oublier. Et ça permet à nouveau de faire retomber un certain nombre, j'allais dire, d'attentes, un certain nombre aussi, une forme d'idéal qu'on peut avoir pour tout le monde, qui devient une source d'exigence déplacée. Et tout ça fait qu'on veut pour les autres. Ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres situations, dans d'autres cercles. Comment se traduit la fatigue liée à la famille ? La première des choses, il y a ce premier point que je décrivais, c'est l'agacement. L'agacement qui ne cesse d'être nourri par les exigences qu'on peut avoir, par exemple avec ses enfants. Les enfants ne font pas ce qu'on voudrait qu'ils fassent, notre conjoint ne réagit pas comme on voudrait, est une source d'épuisement considérable. La deuxième des choses, c'est la répétition. Je dirais, encore une fois, là je peux vous raconter une histoire personnelle. Ça peut peut-être parler à certaines personnes. Les discussions peuvent naître à des heures très tardives. Vous voyez, 23h, vous êtes au lit, vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir, ou 23h30, et l'autre qui a ruminé toute la soirée une situation d'un problème qu'elle a envie de vous exprimer, la personne vous dit « Chérie, il faut que je te parle d'un truc vraiment important. » Et ça ne peut pas attendre le lendemain. Et nous pouvons nous retrouver à nous laisser prendre dans ces discussions qui sont des phénomènes de répétition dans lesquels on s'inclut. Et c'est une vraie source de fatigue pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout d'un coup, la personne qui est victime du démarrage de la discussion se dit « Allez, c'est parti. Et on va encore se coucher à 2h du matin. Demain, je vais être crevé en me levant. » Et elle sait exactement de quoi il va s'agir puisque c'est des discussions répétitives qui reviennent en permanence. Et ça, c'est une vraie source de fatigue à double détente. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et la solution la plus radicale que j'ai trouvée, c'est de m'endormir. J'ai dit à ma femme « Chérie, je vais m'endormir maintenant. » Alors évidemment, c'est très désagréable pour l'autre de se dire que je vais parler, au moment où je vais parler, l'autre va s'endormir. Eh bien, au bout de quelques semaines, à force de faire ça à chaque fois, donc là évidemment je suis un peu armé puisque l'auto-hypnose m'aide à m'endormir quand je veux, où je veux, dans le métro et n'importe où. Je tombe de sommeil, je m'endors. En fait, je prends presque appui sur le flot de paroles de la personne qui est en face de moi, comme on pourrait utiliser le flot d'un chanteur pour s'endormir. Mais ça a ouvert une vraie possibilité, c'est que le lendemain matin, plutôt que d'ignorer ma femme, je suis allé vers elle et je lui ai dit « Écoute, je sais que ce que tu as à dire est essentiel, est important, mais on ne va pas en parler à 23h, ni même maintenant. On va en reparler le moment venu, c'est-à-dire dans 1 ou 2 jours, le temps que j'ai assimilé, le temps que tu aies digéré la colère qui est associée à ça. » Et de là peut naître une vraie possibilité d'entrer dans un autre dialogue et sortir de ce système qui ne fait qu'épuiser la relation. Et c'est la même chose avec nos enfants. Cette histoire de reporter la discussion, ça n'est pas. Est-ce que c'est pas pris comme quelque chose de très négatif pour la personne qui veut s'exprimer ? Alors moi j'ai eu des retours de lecteurs du livre qui me disent voilà, écoutez, c'est super, j'ai mis en application votre astuce de m'endormir. Donc alors par le biais d'autres exercices que je suggère dans le livre pour pouvoir dans le chapitre du sommeil par exemple sur lequel on reviendra. Donc ils me disent mais ça marche super bien votre truc parce que nous, moi dès qu'il me disait il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, ou d'une autre façon. Eh bien déjà, moi, j'avais un ressenti d'angoisse qui naissait. Et pour ces raisons que je décris, c'est l'anticipation. Mais ça, c'est de s'endormir fait tomber, comme ce père qui s'en va du restaurant, fait tomber comme un soufflet la situation. Baby, fatigue. I know just how you feel when love seems as good. Fatigue. It can't be real. Can't imagine things could be this right. Fatigue. Fatigue. I wanna hold you, girl, all through the night. Sometimes. Quand vous êtes dans le contexte d'être avec votre épouse ou votre compagnon ou n'importe qui au lit qui dit il faut qu'on parle, et là, d'à côté, ça semble de l'insulte. Non, parce que le fait
Le fait de... Si vous vous mettez à faire rompiche, comme vous le faites, vous faites bien mieux que moi. Voilà, c'était un... Ça s'appelle dormir, en fait, oui. Ça veut dormir en ronflant. Moi, je ronfle pas. Vous ne le savez pas, vous dormez. Quand vous voulez le savoir. J'ai des applications pour le sommeil dont je parlerai dans le chapitre. Ah d'accord, très bien. Donc vous ne faites pas rompiche, mais enfin vous vous endormez, quoi. Non, c'est d'abord de dire à l'autre, écoute, c'est pas le moment, et là, je vais m'endormir. Je comprends que tu aies besoin de parler, mais moi, je vais dormir. Mais nous en reparlerons parce que j'ai entendu qu'il y a quelque chose d'important. Enfin, là, c'est quand même bizarre. Normalement, on est avec quelqu'un qu'on aime, on est bien, on se dit, écoute, tu fais chier, là, on roupille, quoi. Enfin, on dit des choses normales dans la vie aux gens. Non, ça m'a l'air très organisé, quoi. Ça ressemble un peu au rendez-vous que je reçois, moi, sur mon truc, mon appli de rendez-vous avec marqué OK. Vous avez une appli de rendez-vous non, mais de rendez-vous. Votre femme est au courant. Non, mais c'est pas des rendez-vous de boulot. On reçoit des trucs avec marqué OK pour réunion telle heure, tel truc. Et là, ça ressemble à ça, quand même. Ça me paraît pas très spontané, quand même. Eh ben, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Ce dont je parle, c'est quand ce que vous décrivez ne marche plus. C'est-à-dire que dans un bon nombre de cas, quand on dit à l'autre, chérie, on s'arrête là, moi il faut que je dorme maintenant et on en reparle demain, mais il y a un certain nombre de cas où la personne, que ce soit votre femme ou votre compagnon, ne peut pas s'arrêter. Et c'est là où quand cet élément se répète, et c'est le cas fréquemment, chez beaucoup de personnes, c'est là où cette suggestion intervient. Et c'est pas la première intention. Ce serait absurde. Si ça se passe bien et si vous pouvez dire à l'autre, hey, on s'arrête, on en reparle demain, chérie, c'est cool, d'accord? Et que l'autre dit, absolument, t'as raison, ben, y a pas de problématique. Mais plus personne ne dort. Plus personne ne dort, mais alors là, d'autres possibilités s'éveillent. D'accord. Ah, c'est chouette. C'est un cas de figure dont on parlait. C'était une illustration, on s'est attardé, mais... Oui, c'est une illustration. Ouais. Quelles sont donc les autres illustrations de fatigue que l'on peut avoir et qui seraient liées à la vie familiale? On a parlé des adolescents tout à l'heure. Là, je me souviens d'un cas de figure qui illustre bien la fatigue liée aux adolescents. Je me rappelle d'une maman qui m'avait amené son garçon qui avait 14 ans et elle me disait il passe sa vie à rien faire. Et donc, ses résultats scolaires n'étaient pas bons parce que cet enfant, en plus, stressait à l'école et donc... facteur anxiogène, et je lui ai dit, mais... Donc il était suivi en psychothérapie, pour des tas de troubles qui avaient été diagnostiqués, mais moi je notais juste une chose, c'est que dans la salle d'attente, il était sur son téléphone, et pendant qu'on était dans la pièce, avec sa maman en train de discuter au début, il avait l'œil rivé sur le téléphone en voyant, vous savez, les messages qui s'allument, toutes les alertes qui tombaient. Et je lui ai dit, mais madame, je pense que votre fils, en effet, ne fait rien, mais il devrait apprendre à rien faire. Et j'ai pris son garçon avec son autorisation et je l'ai emmené au parc juste à côté. Il faisait très froid, je me rappelle, il devait faire 7-8 degrés, ce qui est pour moi très difficile. Et je lui ai proposé de fermer les yeux un instant, de laisser son téléphone et d'écouter les bruits qu'il y avait autour. Et je lui demande de me décrire les bruits, donc on est dans un parc, il y a des gens qui font du tai chi, qui courent, il y a des coachs, des machins. Puis il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, il fait nuit. Et puis en écoutant tous ces bruits, progressivement, il finit par s'endormir. Et je ne fais rien de plus. On revient là où je reçois et je dis à sa maman, voilà ce que je voudrais qu'il fasse, c'est qu'il aille au parc tous les jours. Il garde son téléphone dans la maison et il va au parc. 3 semaines plus tard, il revient. Et donc déjà, elle me dit, il s'endort beaucoup mieux le soir. Je dis bien, donc mais il va au parc tous les jours. Il joue les règles du jeu. Et il me dit, mais voilà, lui maintenant... commence à me parler, il me dit, vous savez, moi j'ai des stress à l'école, je n'arrive pas, je panique quand j'ai le contrôle sur table. Et je lui dis, tu sais ce que tu vas faire, tu vas commencer par faire comme on a fait dans le parc, tu vas écouter le bruit des crayons de tous ceux qui se précipitent sur leurs feuilles, comme il faisait lui, il se précipitait, et je veux dire, tu vas regarder par la fenêtre, c'est-à-dire tu vas faire le contraire de ce qui est réprimandé aujourd'hui, tu vas commencer par flâner, par rêvasser. Il me dit parce que j'ai l'impression d'avoir la tête vide quand je suis devant la copie. Et je dis, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la vider complètement. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, quand on est en situation de panique face à une feuille, on n'a pas la tête vide. Au contraire, on se la remplit de panique. Et de la vider complètement a permis à ce jeune homme de pouvoir simplement se laisser remplir après en regardant les lancers. Donc il finissait pas son devoir. Il n'avait pas le temps de tout finir. Mais ce qu'il faisait, il le faisait bien. Et là, encore une fois, dans le cas de sa relation familiale,
Sa maman, elle, avait un stress et elle avait cette intuition que son fils, elle observait qu'il faisait rien, mais en réalité, il faisait jamais rien. Jamais rien. Et de cultiver cet état-là a permis à cet enfant de changer le lien avec sa mère et a permis à sa maman, qui était une femme seule, de se rendre compte qu'en réalité, elle-même mettait beaucoup trop de pression sur son fils. Et elle s'est mise à évoquer sa propre relation à la solitude d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle me dit, peut-être que moi, ça ne me ferait pas de mal aussi de cultiver ça. Et je l'ai orientée vers quelqu'un, une psychothérapeute avec laquelle je collabore et qui a aidé cette maman à dépasser ce lien qu'elle avait avec son fils qui était surinvesti parce que dans sa propre vie à elle, elle sentait un vrai manque affectif. Donc là, on fait un peu le lien entre la fatigue solitude, la fatigue familiale. Les ados d'aujourd'hui sont plus fatigués, moins fatigués qu'avant? Comment vous voyez ça? Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il est évident que l'avènement de l'électronique fait que pour un certain nombre d'entre eux, encore une fois, je déteste les généralités, le canapé devient une source de fatigue. On reste avec ces appareils à consulter de manière compulsive les réseaux sociaux, à se réveiller pendant la nuit, même parce qu'il y a certains types de... Il y en a un, en l'occurrence, auquel je pense, qui vous donne des récompenses. Plus vous êtes actif, plus vous avez des récompenses, plus vous avez des flammes, plus vous avez des cœurs. Et moins vous êtes actif et plus votre note baisse. Donc vous recevez des alertes au milieu de la nuit. Et donc les ados qui dorment avec leur téléphone, je me rappelle moi de neveux que j'ai pu consulter, qui s'endormaient avec leur téléphone dans la main et qui me disaient le matin, tu verras que je l'aurai encore dans la main quand je serai réveillé, comme si c'était une victoire. Et ça, c'est un vrai changement dans le mode de vie. Et leur relation à la bonne fatigue, pour une partie d'entre eux, encore une fois, s'estompe au profit de mauvaises fatigues qui s'installent. Donc non, c'est pas une nouveauté. Les adolescents ont toujours été plus fatigués parce que c'est physiologique et parce que notre société n'est pas organisée en ce sens-là, mais l'avènement d'un certain nombre de pratiques, les mutations du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, vers un numérique de plus en plus présent, est une source de mauvaise fatigue de plus en plus prégnante. Donc votre conseil, dans ce cas-là, c'est plutôt de les éloigner quand même pendant un temps de leur centrale téléphonique et de les amener à écouter le monde, quoi. Oui, c'est tout bêtement ça. Il ne s'agit pas d'enlever le digital de leur monde, parce que c'est peine perdue, et ce serait absurde, parce qu'ils vont en avoir besoin, et parce que c'est le monde de demain. Mais il s'agit, encore une fois, de garder un pied dans la réalité. Et là, encore une fois, la famille peut être une source positive de fatigue. C'est-à-dire que de redévelopper des activités ensemble, d'aller se promener, et même de faire juste un jeu de société, où je me rappelle avoir lu un article assez extraordinaire d'un papa très inventif qui avait créé un vélo avec une dynamo. Et donc, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, il fallait d'abord créer suffisamment d'énergie pour alimenter la PlayStation, ouais, je ne sais plus quoi, la console, voilà. Et donc, vous voyez, donc il y a plein de relations de créativité qu'on peut mettre en place où la famille peut devenir une source de bonne fatigue plutôt que de se laisser aller à un fatalisme. Ok, j'aurais pu faire mieux, mais j'aurais pu faire pire. J'aurais pu me virer vers Dieu ou rectifier le tir. J'aurais pu continuer les études, mais j'ai galéré ma life dans les quartiers. Dans mes poches, y'avait pas de surplus, mais mon rêve de petit gars, je l'ai jamais perdu de vue. Ça a été dur, ça je l'admets. Mon expérience a fait qu'aujourd'hui j'attendais des parties. La famille, malgré le manque de visite, je donne une chance à ma vie d'être belle, je te jure tant de shit. C'est rare que les amis rappellent. Quand je manque de force, je pense à Fabi puis Rachel. J'aime la famille, je supporte la famille. Écoute la famille, représente la famille. C'est tout ce que t'as, alors protège ta famille. Libère la famille, aime ta famille. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de fatigue qui naît plus tard, quand on est adulte, donc plus ado, mais plutôt dans la trentaine, quarantaine, dans la relation avec ses parents, des parents âgés, peut-être des formes d'exigence? Est-ce que là aussi vous avez rencontré des formes de fatigue différentes et vous avez des suggestions à nous faire pour nous en préserver? Cette partie-là est en effet la dernière partie de ce chapitre sur la fatigue familiale. J'ai soulevé 2 questions qui sont revenues régulièrement de la bouche des personnes que je peux recevoir. La première, c'est la fatigue de l'accompagnant. Et encore une fois, je vais vous raconter une histoire. Un jour, je reçois une femme qui vient me voir et qui me dit « Je viens voir parce qu'il ne se passe plus rien dans mon couple. » Elle doit avoir 45, 50 ans par là. Et elle se plaint en même temps d'être en surpoids, de pas avoir le temps de manger convenablement, donc de grignoter en permanence. Donc il y a une double plainte qui vient. Et je lui dis « Vous savez, madame,
pourquoi, à votre avis, vous n'avez pas le temps, parce qu'elle parle à chaque fois d'une perte de temps, de ne pas avoir le temps. Elle me dit, mais c'est pour des raisons très simples. Quand je rentre du travail, je vais voir ma mère tous les jours et ma belle-mère, qui habite pas très loin. Donc c'est une dame qui habite en province, où il y a un tissu familial très important, et a priori, c'est une excellente chose que de prendre soin de ses aînés. On a tendance à dire qu'une grande partie des personnes qui vivent dans la solitude, des personnes âgées qui meurent dans la solitude, sont abandonnées de leur famille, mais cette histoire illustre un paradoxe. Et donc cette femme, tous les jours, va voir sa belle-mère, il va voir sa mère, et donc quand elle rentre, il est tard, elle a eu sa journée de travail, elle est fatiguée, épuisée. Et je lui ai fait la suggestion suivante, je lui ai dit, mais vous savez peut-être, mais comment vous le vivez, je lui demande. Voilà, elle me dit, pour moi, c'est un sacerdoce. C'est vraiment quelque chose qu'elle fait comme quelqu'un qui porte un bâton de berger. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que un jour sur deux, vous prendriez pas juste le téléphone pour appeler et vous laisseriez la possibilité à ces personnes de les voir juste une fois de temps en temps, mais sans aller à l'extrême. Vous pourriez aller les voir 3-4 fois dans la semaine. Et de manière assez amusante, elle s'est rendue compte que sa belle-mère et sa mère étaient soulagées de ne pas la voir venir tous les jours. Parce qu'elle voyait, elle, qu'elle souffrait de cela. Elle voyait que c'était pas forcément un moment de présence, mais c'était un sacrifice. Et à la fin, elle allait les voir 2 fois dans la semaine, ou 2 ou 3 fois dans la semaine. Et elle s'est mise à faire la cuisine à nouveau. Et elle s'est mise à être moins fatiguée. Et de là, de manière intéressante et de façon, j'allais dire, par ricochet, elle a commencé à perdre du poids. Et sa relation dans son couple a changé. Surinvestissement dans la relation à son adolescent, à ses parents ou beaux-parents, tout ça crée des fatigues. Et vous, Léonore Anthony, vous apprenez aux gens à se retrouver en face de cette fatigue, à faire une pause et de dire « ça n'est pas mauvais, mais n'en gardez qu'une partie ». Je dis que vous avez raison, de cet angle-là, on peut le voir sous cette forme, et c'est clair. Le sacrifice de soi, le fait de s'oublier, de ne pas se placer au centre de sa vie, nous amène à des comportements qui sont source de mauvaise fatigue. Mais que de se laisser absorber par cette mauvaise fatigue, de s'installer avec elle, de la considérer, de l'écouter, de l'entendre et de la ressentir dans toutes ses dimensions, nous ouvre la possibilité de façon involontaire, parce que si on décide d'y aller de façon frontale, de combattre la fatigue, comme on nous le dit à chaque fois, nous le répète en permanence, nous amène à cumuler les échecs. Or, de prendre pied sur elle, appui sur elle, nous ouvre à une modification de comportement. C'est ça le début de faire rien. C'est ça, faire rien, c'est le début de cette aventure, de pouvoir la ressentir pour pouvoir non pas tout révolutionner, tout briser. Dans le cas de cette femme, je ne lui ai jamais suggéré d'abandonner ses aînés, mais juste de mettre un autre tempo, sans lui dire allez-y que 2 fois, ou allez-y 1 fois, allez-y 3 fois. C'est elle qui a trouvé le rythme. C'est elle qui est entrée dans ce ressenti en s'asseyant, en faisant rien, en se laissant absorber par la fatigue. Elle a trouvé le tempo qui lui correspondait. Si je peux me permettre, je vous raconterai une dernière histoire qui me vient. C'est celle d'un vieux monsieur qui était venu avec sa fille. Et ce vieux monsieur était atteint d'un sentiment de fatigue de fin de vie. Il avait des difficultés à marcher. Et c'était un monsieur qui était très actif, il devait avoir 85 ou 86 ans. Toute sa vie, il a eu une vie très riche, et là, il arrive, il s'installe, et sa fille me dit « Il ne fait que se plaindre, il n'y a absolument plus rien dans sa bouche que c'est fini ». Et la seule suggestion qui m'est venue, c'est, je lui ai proposé de regarder ses mains, et de me dire est-ce qu'il avait le même sentiment de fatigue avec ses bras qu'avec ses jambes. Il m'a dit « Mais non, pas du tout, mes bras vont bien ». Et je lui ai proposé de mimer des souvenirs avec sa fille, avec ses mains, de me raconter avec ses mains ses souvenirs. Et au fur et à mesure que ce monsieur racontait ses souvenirs, il se mettait à pleurer. Parce que ses souvenirs reprenaient vie, se remettaient à être là, au moment où il nous les racontait. Les yeux fermés, complètement absorbés. Ma suggestion était la suivante, je lui ai dit, vous savez, vos jambes sont probablement très fatiguées par la vie, celle qui est naturelle, celle qui nous emmène au bout de la route. Mais vos bras racontent encore beaucoup de choses et encore énormément de vitalité. Plutôt que de focaliser sur la fatigue de vos jambes, donnez la parole à vos mains et laissez aller revivre.
Et ce monsieur s'est mis à sourire et a eu ces mots en disant « Mais c'est fou à quel point j'ai oublié mes bras ». Léonard Anthony, merci. Merci infiniment à vous. On se retrouve très vite pour parler encore de fatigue. Désolé, c'est un podcast fatigant. Fatigue. 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 C'était une émission du Poste Général.